Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour Décryptage sur Niwa d'Info. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé mardi de reprendre les combats intenses dans la bande de Gaza jusqu'à ce que Hamas soit définitivement vaincu si l'organisation ne libère pas les otages d'ici le samedi 15 février à midi, au risque donc justement de mettre fin au cessez-le-feu en vigueur. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Comment le Hamas justifie-t-il justement le report de la libération des otages israéliens encore retenus en captivité dans la bande de Gaza? En fait, si on se rappelle l'accord qui avait été signé, on est dans la première phase de cet accord. Et dans cette première phase, il y a cet échange de prisonniers qui est la chose que l'on voit le plus. Oui. Mais ce n'était pas les seuls composants de cet accord. Il y a également le fait de laisser 600 véhicules humanitaires rentrer dans Gaza tous les jours, ce que Israël n'a pas respecté. Il y a un retrait progressif des forces israéliennes, ce que Israël n'a également pas respecté. Et c'est ça qui amène le Hamas à dire, s'ils ne le respectent pas, nous n'allons pas respecter la libération des otages le samedi prochain, puisque c'est le samedi, c'est le week-end qui semblait être choisi. Chaque week-end, il y a un certain nombre d'otages libérés du côté du Hamas et des prisonniers palestiniens qui sont libérés également. Mais maintenant, cet accord devait courir sur 42 jours. Nous n'y sommes pas encore. Et le 15 février est la date à partir de laquelle la deuxième phase de l'accord doit commencer. Et cette deuxième phase passe également par des négociations, puisqu'il y a des éléments dedans qui doivent être négociés. Rappelez-vous qu'en Israël, vous avez des partis d'opposition qui disaient à Netanyahou non, même à la première phase. Il y en a qui disaient la première phase, ok, puisque ça permet de récupérer les otages, mais s'il ne faut pas qu'on fasse la deuxième phase, il faut reprendre la guerre. Et ce sont des soutiens de Netanyahou qui tenaient ce discours. Certains disaient même que si Netanyahou va à la deuxième phase, ils ne vont plus continuer à accorder leur soutien à Netanyahou. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte dans la réaction de Netanyahou qui a peur de perdre ses soutiens, qui pourrait l'amener à perdre également sa majorité au niveau du Parlement. Est-ce qu'on peut considérer que l'accord conclu donc, a été violé de part et d'autre? Violé, c'est trop dire, parce que pour le moment, c'est de la pression qui se fait de part et d'autre en fait, puisqu'on va vers la fin de la première partie de l'accord. Il faut aller négocier à nouveau. Parce que sur la deuxième partie, tout n'a pas été défini comme ce qui a été fait avec la première partie, où tout avait été négocié, un otage israélien civil contre 30 Palestiniens, un otage israélien militaire contre 50 Palestiniens, le passage des camions de l'aide humanitaire, nourriture, tentes, etc. Le retrait également israélien sur un certain nombre d'espaces, la possibilité pour les Palestiniens de retourner sur leur territoire, etc. Donc ici, il y avait des choses concrètes qui devaient se faire et se faire étape par étape. Des deux côtés, il y a eu problème par rapport à cela. Mais certainement, je crois qu'il y aura des négociations pour qu'on n'en arrive pas à une reprise de la guerre qui ne fera l'affaire de personne, puisque Trump avait dit s'il arrive la guerre finie, espérons qu'il va continuer sa pression sur Israël, surtout pour que la guerre ne reprenne pas. Justement, j'allais poser la question, est-ce qu'il faut prendre ces menaces israéliennes très au sérieux, puisque le temps est à nouveau monté depuis la déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou? Oui, il faut le prendre au sérieux, puisque la première phase, c'était ce qu'on appelle une trêve temporaire. C'est dans la deuxième phase qu'on doit discuter de ce qu'ils appellent une trêve définitive. Certains même ont utilisé l'expression la fin de la guerre. Donc la première phase, c'est un cessez-le-feu pour pouvoir permettre un échange de prisonniers. Donc ce n'est pas la fin de la guerre, parce que c'est quand on cesse le feu qu'on discute pour mettre en place les conditions qui permettent d'arriver à la fin de la guerre. Il ne faut pas oublier que pendant cette même période, Trump a encore fait ses déclarations tout nutrientes en disant qu'il va transformer Gaza en un espace où il va mettre des maisons et des hôtels. Mais quand vous dites ça aux Palestiniens, mais ne vous attendez pas à ce que les gens acceptent facilement de céder leur territoire et de négocier, en sachant que Trump est médiateur, parce que les États-Unis font partie de la médiation avec le Qatar et l'Égypte. Mais comment tu peux être médiateur dans un conflit où les gens veulent récupérer leurs terres
Et toi, le médiateur, tu dis que ces populations, on les envoie à Jordanie, une partie, on envoie l'autre partie en Égypte. Mais ça pose problème, ce n'est plus de la médiation. Et ça, c'est ce que Netanyahou voulait, parce que s'il a écrasé Gaza comme il l'a fait, c'est en espérant que les populations vont partir pour pouvoir récupérer ces terres qui avaient été occupées à un certain moment par l'État israélien. Mais ça fait que les Palestiniens ne sont pas nés de la dernière pluie, ils sont également en situation de réflexion stratégique pour ne pas laisser ni Trump ni Netanyahou récupérer ces terres, parce qu'ils ont été catégoriques sur cette question. Ils ne céderont pas Gaza à qui que ce soit. 3 semaines après le début de cessez-le-feu, est-ce que justement cette première phase a permis de satisfaire quand même quelques-unes des attentes des deux parties? Ben oui, puisqu'il y a eu des libérations des otages. Vous avez vu comment les parents des otages et certains Israéliens font pression et continuent à faire pression pour qu'on continue avec la libération des otages. Parce que la fin de la première phase ne se traduit pas par la libération de tous les otages. Il restera encore des otages israéliens à libérer. Donc vous avez ces populations qui s'organisent, qui font pression pour que le processus continue, pour que les autres otages puissent être libérés. Puisqu'on n'a pas encore libéré toute la centaine, parce qu'on parle d'une centaine, 98, avec certains qui sont déjà décédés. On n'est pas encore à ce chiffre-là en matière de libération. On s'attend le week-end, s'il y a libération, qu'il y ait un grand nombre d'otages, un grand nombre puisqu'il y aura des défunts, et un grand nombre également de prisonniers palestiniens qui vont être libérés avant qu'on aille vers des négociations pour ce qui va suivre par la suite. Du côté palestinien, vous voyez bien qu'il n'y a plus de bombardements. Les populations ont commencé à rejoindre certaines de leurs terres, puisqu'il y a des espaces où les soldats israéliens sont toujours présents. L'aide humanitaire ne rentre plus au compte-gouttes comme ça se faisait auparavant. Il y en a de plus en plus, même si ça ne suffit pas à cause de la situation actuelle. Donc des deux côtés, chacun a quand même gagné quelque chose dans cette trêve. Jusqu'ici, côté israélien, a-t-on des précisions quant au profit des otages attendus dans l'attente d'une libération le samedi prochain? Ils n'ont pas encore été identifiés. Comme il y a ce blocage qui est là, ça fait partie du jeu. Et c'est ça qui permet aux parents des otages, aux populations israéliennes de faire cette pression sur le pouvoir israélien, puisque des deux côtés, Israël a commencé à masser encore des forces à la frontière pour dire que nous sommes prêts à continuer. Au niveau de Gaza, ils leur ont dit qu'on n'a pas peur. Si vous amenez la guerre, on prend la guerre. Si vous amenez la paix, on prend la paix. Et même si vous voyez la façon dont le Hamas a libéré les otages, c'est une façon de dire à Netanyahou, qui dit tout le temps « j'ai détruit le Hamas », nous sommes là, bien organisés. On fait même en quelque sorte une mise en scène pour libérer les otages, pour montrer que le Hamas est là. Il n'a pas été détruit, même s'il a été affaibli. Et ça, certainement, Netanyahou le prend extrêmement mal, le fait que le Hamas fasse sa démonstration au moment de libérer ne serait-ce que 3 otages. Il n'y avait pas besoin de toutes ces personnes, tous ces militaires pour montrer que nous sommes là. C'est en fait un message que le Hamas transmet pour contredire le message de Netanyahou, ce que Netanyahou, bien sûr, ne supporte pas du tout. Et pour les Américains, le président Donald Trump maintient, lui, la date du 15 février pour libérer tous les otages détenus à Gaza. Il promet un véritable enfer si les otages ne sont pas tous libérés. Quelles sont justement les actions possibles pour sauver la situation actuelle? Il faut d'abord dire que Trump n'a rien compris. Dans les accords, les 61 otages restants doivent être libérés dans la deuxième phase, pas dans la première phase. Quand les accords sont là, les gens peuvent lire. Donc s'il dit que tous les otages doivent être libérés avant le 15, il n'a rien compris, même s'il a été médiateur au niveau des accords. Mais ça, c'est du Trump, comme d'habitude. Il a des déclarations intempestives qui n'ont souvent absolument rien à voir avec la réalité. Ça montre son soutien également par rapport à Israël. Pourtant, il est médiateur. Ce qui pose un énorme problème. Est-ce qu'un médiateur peut prendre parti jusqu'à ce point pour une partie? Mais ça va amener les Palestiniens à se dire, mais attendez, ces Américains ne sont pas véritablement des médiateurs, ce sont des souteneurs d'Israël, sans compter la déclaration de Trump dont j'ai parlé tout à l'heure. Demander aux Palestiniens de partir, c'est un problème. Dire que tu vas venir construire des maisons et des hôtels, c'est une insulte. Là, ce n'est plus un problème, c'est une insulte par rapport aux Palestiniens. Mais ces Palestiniens feront comme ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours pris leurs responsabilités, malgré un soutien américain à Israël qui n'a jamais fait défaut. Ils n'ont jamais abandonné la lutte contre Israël pour retrouver l'indépendance de la Palestine. Et c'est ça qui va continuer
même si les menaces de Trump sont là, ça n'amènera pas le Hamas et les Palestiniens à changer d'avis. 3 autres otages israéliens devraient être libérés samedi prochain en échange de la libération de près de 190 prisonniers palestiniens. Est-ce que cet échange aura bien lieu? C'est la grande interrogation à l'heure actuelle. Moi, je suis plutôt optimiste. On a encore des jours. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des menaces. Quand la libération a été faite par, non pas le Hamas, mais par le groupe du Djihad islamique, Israël s'était plaint de la façon dont les otages avaient été libérés et avait menacé de reprendre la guerre. La guerre n'avait pas repris. N'oublions pas que cette guerre ne concerne pas seulement que ces pays. Vous avez les pays arabes actuellement qui ont le dos au mur avec la proposition de Trump. Ils disent qu'ils vont faire un sommet. Les populations arabes sont en train de bouger en disant qu'il n'est pas question que Gaza soit mis à la disposition ni des Américains, ni également de Israël. Mais si ces pays arabes ne font pas attention, s'ils livrent Gaza et qu'ils ne font rien du tout, c'est dans leur propre pays qu'ils vont avoir des problèmes avec leur population, qui ne comprennent déjà pas la faiblesse de leur soutien par rapport aux Palestiniens qui ont été massacrés d'une façon indiscutable pendant toute la durée de cette guerre-là. S'ils laissent encore les Israéliens et les Américains récupérer Gaza, je suis persuadé que dans leur propre territoire, ils vont devoir répondre face à des populations qui soutiennent les Palestiniens à 100%, qui sont même prêts à aller sur le territoire palestinien pour se battre contre les Israéliens. Ce sont les États qui les empêchent de le faire. Justement, que restera-t-il après la guerre? Que deviendront Gaza, encore le pouvoir palestinien? La troisième phase des accords, parce que c'est pourquoi il est bon qu'on parle des accords, parce qu'on est dans un processus. La troisième phase des accords, si la deuxième phase est réglée, c'est cette troisième phase qui va régler ce problème. Et dans cette troisième phase, il est écrit de façon claire. Parlant du statut même de... Oui, il y a 2 dimensions là-bas. La première dimension, Israël quitte Gaza, les militaires israéliens précisément. C'est écrit clairement au niveau de la troisième phase. Mais quand on dit Israël quitte Gaza, ce n'est pas pour que les Américains viennent. C'est pour que les Palestiniens récupèrent leur terre. Et cette troisième phase parle de reconstruction. Pas dans le sens de ce que Trump dit, mais de reconstruction de Gaza pour les Palestiniens. Maintenant, il y aura un autre élément que les gens introduisent doucement dedans, c'est-à-dire aller vers une solution définitive, la création d'un État palestinien. Netanyahou ne veut pas en entendre parler et il n'a jamais été pour la solution à 2 États. Mais vous avez de plus en plus aujourd'hui beaucoup de pays à travers le monde qui prennent fermement position pour une solution à 2 États. Mais c'est la pression qui va permettre d'aller vers cette solution définitive qui est en fait la véritable solution. Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Il a accueilli de façon très favorable la proposition de Trump d'amener une partie des Palestiniens de Gaza en Égypte, l'autre partie au niveau de la Jordanie, en disant que ça va permettre non pas d'avoir la paix même entre Israël et la Palestine, mais dans tout le Moyen-Orient, ça va ramener la paix. Ce n'est pas vrai, c'est cela qui l'arrange en fait. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, on n'en parle pas. Sous Gaza, les spécialistes des questions d'énergie disent qu'il y a au moins 3 milliards de barils de pétrole et de gaz. Donc, c'est un élément que les gens ne prennent pas en compte. Ce n'est pas seulement des bâtiments que les gens veulent mettre là-bas. Très certainement, les gens veulent également exploiter le sous-sol pour en faire une mine qui permet d'apporter énormément d'argent. L'avenir de l'accord de paix va-t-il se jouer donc, le samedi prochain, 15 février? C'est clair que si on ne quitte pas la première phase, on ne pourra pas passer à la seconde phase. Puisque dans la seconde phase, il y a d'abord une continuation du cessez-le-feu et une négociation pour avoir une paix définitive. Mais si on est bloqué au niveau de la première phase, ça veut dire qu'il n'y aura pas de seconde phase. S'il n'y a pas de seconde phase, il y a un risque pour que les affrontements reprennent. Mais espérons que le Qatar, qui fait partie de ceux qui garantissent l'accord, l'Égypte également, qui fait partie de ceux qui garantissent l'accord, joueront le rôle de médiateur en ne faisant pas comme Trump pour qu'on puisse aller à la seconde phase. Et vous êtes optimiste qu'il y aura plutôt une continuité? Optimiste avec de la prudence. De la prudence parce que Netanyahou a tout à perdre dans ces accords. Il l'a accepté sous la pression de Trump, puisque Netanyahou n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête, puisqu'il a échoué. Il n'a pas écrasé le Hamas,
il a échoué. Il n'a pas été capable de libérer les otages par la guerre. Finalement, il a obtenu quoi? Sans compter qu'à l'intérieur, aujourd'hui, une partie de son opposition est en train de dire niet pour qu'il continue dans le processus de paix. Mais s'il ne continue pas, on risque de retourner vers des élections. Et je vois mal Netanyahou gagner actuellement des élections en Israël. Merci, Mourad Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.